Ils l'ont fait sortir juste avant l'aube. Aucun avertissement, aucune discussion. Une fine couverture sur ses jambes. Un sac plastique avec des vêtements usés pressés dans ses mains. Kadiatu Kiboli n'a pas protesté. Elle avait appris que lorsque la société décide que vous êtes fini, votre voix ne compte plus. Le portail de la maison de soins s'est refermé avec un bruit métallique sourd. Puis des moteurs. 5 véhicules noirs se sont arrêtés au bord du trottoir exactement au même moment. Des hommes sont sortis, calmes, sans se presser. Leur costume n'appartenait pas à cette rue. Pas plus que le silence qui les accompagnait. Les gardes se figèrent. Sans un mot, les 5 hommes ont marché vers la vieille femme. Et là, sur le trottoir en béton, ils se sont agenouillés. « Mama Kadidiatu !» L'un murmura, la voix brisée, « Nous sommes là !» Ce qu'ils firent ensuite n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas une revanche. C'était quelque chose que personne n'était prêt à voir. Avant de continuer, d'où regardez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Si les histoires de bonté cachée, de justice et de seconde chance vous touchent, vous pouvez vous abonner et rester avec nous. Kadiatu Koulibaly n'avait pas prévu de devenir la mère de quelqu'un. La maternité, pensait-elle, exigeait des choses. Elle n'avait pas de l'argent qui dure, pas un mari qui rentre le soir, pas une maison qui ne menace pas de s'effondrer à chaque saison des pluies. Ce qu'elle avait, à la place, c'était des mains durcies par l'eau de Javel et le savon, un dos définitivement courbé par des années à récurer des sols qui ne seraient jamais les siens, et une petite chambre louée à la périphérie de la ville, où les murs transpiraient sous la chaleur et où le propriétaire frappait dès que le loyer tardait. Elle se levait avant le lever du soleil chaque jour, non pas par discipline, mais parce que la faim possède sa propre alarme. Kadidiatu se lavait le visage à l'eau froide, nouait son foulard serré et marchait vers le centre-ville pendant que le ciel restait pâle et indécis. Certains jours elle nettoyait des bureaux. D'autres jours elle lavait des vêtements pour des familles qui ne demandaient jamais son nom. Elle acceptait ce qui venait. La fierté était un luxe réservé à ceux qui pouvaient manger sans compter les pièces. La ville était déjà éveillée lorsqu'elle atteignit la route du port. Les vendeurs criaient. Les bus crachaient de la fumée. Des hommes se disputaient autour de caisses de poissons. Et les enfants, trop d'enfants, se déplaçaient dans le chaos comme des ombres. Kadidiatu les remarquait parce qu'elle les remarquait toujours. Ils dormaient en groupe près de l'ancien canal de drainage, sous du carton déchiré et des tôles rouillées. Des garçons surtout. Les pieds nus, des chemises trop grandes, des dons qui ne se souvenaient plus de leur propriétaire d'origine. Les gens passaient au-dessus d'eux comme s'ils étaient des fissures dans le trottoir. Des rats de rue, marmonna quelqu'un derrière elle. Kadidiatu tressaillit même si ce n'était pas pour elle. Elle acheta un petit pain à une femme qu'elle connaissait et le coupa en deux en marchant. Elle se dit qu'elle mangerait plus tard. Elle se le disait toujours. Les garçons étaient déjà réveillés. L'un d'eux, grand pour son âge, aux yeux perçants qui avaient appris trop tôt à mesurer le danger, l'observait avec prudence. Un autre toussait, la poitrine vibrant d'une façon qui serra l'estomac de Kadidiatu. Le plus petit était assis à l'écart, les genoux contre la poitrine, le regard fixé au sol comme si croiser les yeux était dangereux. Kadidiatu s'arrêta. Elle ne s'annonça pas. Elle ne le faisait jamais. Elle s'accroupit lentement, gardant des gestes ouverts et calmes, et posa le pain sur un papier propre entre eux. Pour partager, dit-elle. Ils fixèrent le pain. La faim luttait contre la méfiance. Finalement, le grand garçon rompit le pain, comptant les morceaux avec le sérieux d'un adulte qui partage un salaire. Personne ne parla. Kadidiatu se releva et partit avant que la gratitude ne les mette mal à l'aise. Elle se dit que cela s'arrêterait là. Mais la ville a une manière de mettre les mensonges à l'épreuve. 2 jours plus tard, elle les revit cette fois en train de courir. Un commerçant criait. Une pierre passa près de la tête d'un garçon. Des gens se joignirent, non pour poser des questions, mais pour profiter de la poursuite. L'accusation vint facilement. Ils volent. Kadidiatu s'avança avant de réfléchir. Ils n'ont rien fait, dit-elle. La foule la remarqua à peine. Quelqu'un la poussa. Les garçons se dispersèrent, la peur les envoyant dans différentes directions comme des oiseaux effrayés. Kadidiatu vit le plus petit tomber. Il ne cria pas.
Il se replia sur lui-même, se protégeant comme le font les enfants battus. Elle se plaça devant lui. Ça suffit, dit-elle, plus fort. Quelques personnes s'arrêtèrent non par respect, mais parce que son ton ne demandait pas la permission. Le moment se brisa. Le commerçant détourna le regard. La foule perdit intérêt. Kadidiatu aida le garçon à se relever. Son bras tremblait. Comment tu t'appelles? Il hésita. Babacar, murmura-t-il. Elle hocha la tête comme si ce nom était précieux. Tu peux marcher? Il hocha la tête. Cette nuit-là, Kadidiatu fit quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer. Elle revint au canal avec un pot de riz cuisiné avec la dernière huile qui lui restait. Les garçons étaient là, tous les 5-7 fois, la regardant comme si elle pouvait disparaître s'il clignait des yeux. Elle les compta. Le grand se présenta, Ibrahima Dio. Sa voix était stable mais ses épaules restaient prêtes à fuir. Musatrae parla ensuite, plus discret, les yeux en mouvement constant. Kofi Mansa souriait trop facilement, un sourire a pris tôt pour adoucir les adultes. Sik Kamar ne dit rien, les mains noires de graisse récupérées sur des machines. Babacar Dié resta près du genou de Kadidiatu comme si la distance était dangereuse. Elle les servit sans sermon. Quand ils eurent fini, elle dit les mots qui changèrent tout. Vous pouvez dormir là où je dors. Le silence tomba. Même la ville sembla écouter. Ibrahima fronça les sourcils. On n'a pas d'argent. Kadidiatu hocha la tête. Moi non plus. Ta maison? Demanda Kofi. Une chambre, corrigea-t-elle. Une seule. Ils échangèrent des regards. Des années d'abandon leur avaient appris à repérer les pièges. Musa demanda doucement. Pourquoi? Kadidiatu pensa à 100 réponses puis les rejeta. Finalement elle dit la seule vraie. Parce que je ne peux pas vous laisser ici. Ils la suivirent d'abord à distance à travers des ruelles qui sentaient la pourriture et le sel, devant la mosquée dont les haut-parleurs grésillaient avec la prière du soir, puis dans l'escalier étroit menant à sa chambre au plafond bas et à l'air lourd. La pièce pouvait à peine contenir un adulte. 5 enfants la rendaient impossible. Kadidiatu étala un vieux tapis. Elle utilisa sa propre couverture pour couvrir Babacar. Elle s'assit contre le mur et ne dormit pas, écoutant des respirations inconnues remplir l'espace. La peur et l'espoir luttèrent en elle jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, le propriétaire remarqua. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en regardant les garçons comme des termites. Kadidiatu soutint son regard. « Ils sont avec moi. Ce sont des problèmes. »« La faim aussi, » répondit-elle. Il la prévint. Les voisins chuchotèrent. Les femmes secouèrent la tête, disant qu'elle était folle. Les hommes rirent, disant qu'elle invitait le désastre. Kadidiatu entendit tout cela. Elle entendit aussi 5 garçons prendre un petit déjeuner ensemble pour la première fois depuis longtemps. Elle vit Sik réparer une chaise cassée en silence. Elle regarda Musa lire à voix haute un journal jeté, hésitant mais déterminé. Elle sentit la main de Babacar serrer la sienne comme si elle était une encre. Ce matin-là, en partant travailler, Kadidiatu s'arrêta à la porte. « Attendez-moi, dit-elle. » Ils hochèrent la tête. Pour la première fois depuis des années, elle entra dans la ville en portant plus que sa propre survie. Elle portait 5 vies. Et quelque part au fond d'elle, une peur qu'elle ne nommait pas encore murmurait la vérité. Les aimer lui coûterait tout. Au 3e jour, la chambre ne ressemblait plus à un abri. Elle ressemblait à un défi. Kadidiatu Kaliboli se réveilla avant les garçons, prenant soin de ne pas perturber l'ordre fragile installé pendant la nuit. 5 corps reposaient sur le sol en lignes irrégulières, les pieds se touchant, les dos tournés instinctivement, se protégeant même dans le sommeil. L'air était lourd de sueur et de poussière. Sa seule fenêtre laissait entrer juste assez de lumière pour révéler la vérité. Il n'y avait plus de place pour prétendre que c'était temporaire. Elle sortit silencieusement et se lava le visage au robinet commun. Des femmes remplissaient déjà des seaux. Leurs voix baissèrent en la voyant. « Tu as entendu ?» murmura l'une. Elle a amené des enfants de la rue chez elle. 5. Elle est folle. Kadidiatu garda les yeux sur l'eau.
Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les explications nourrissent le jugement. Quand elle revint, les garçons étaient réveillés. Ibrahima était assis contre le mur, vigilant. Musa observait la ruelle comme s'il cartographiait des sorties. Kofi avait trouvé une vieille cuillère et la faisait teinter contre une tasse en fredonnant doucement. Sik examina la charnière cassée de la porte avec la concentration d'un artisan 2 fois plus âgé que lui. Babacar reste figé, ne sachant pas où poser ses pieds dans une pièce qui n'était pas faite pour lui. Kadiriatu s'éclaircit la gorge. Nous avons besoin de règles. Les 5 têtes se tournent. Pas des règles de prison, ajoute-t-elle calmement. Des règles de vie. Ils écoutent non parce qu'ils lui font déjà confiance, mais parce que personne ne leur a jamais offert des règles qui ne soient pas des menaces. Pas de vol, dit-elle d'abord. Kofi hoche vite la tête. La mâchoire d'Ibrahima se crispe. Pas de bagarre dans cette chambre. Musa jette un regard aux autres, mesurant. Si vous partez, vous me dites tout. Les épaules de Babacar se détendent légèrement. Et si quelqu'un vous parle avec cruauté? Elle marque une pause, vous ne répondez pas pareil. Ibrahima fronce les sourcils. Et s'il nous frappe? Kadiatu soutient son regard. Alors vous rentrez à la maison. Maison. Le mot tombe avec précaution, comme quelque chose de fragile posé sur une table. Elle organise la journée. L'école n'est pas encore possible, papier, frais, questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Mais du travail, il y en a partout. Elle envoie Kofi avec un panier aider les vendeurs à transporter des marchandises. Sik suit un vieux mécanicien qui doit un service à Kadiatu. Musa reste pour nettoyer et organiser la pièce, alignant leurs rares affaires avec un soin presque obsessionnel. Ibrahima part au port chargé des caisses. Babacar reste avec elle, ses doigts accrochés à sa robe. Dans l'après-midi, le propriétaire arrive. Il reste dans l'embrasure de la porte, bloquant la lumière, ses yeux balayant les garçons avec un dégoût évident. Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Je paie le loyer, répond Kadidiatu, posément. On avait convenu que vous viviez seul. Elle hoche la tête. Les circonstances changent. Sa voix se durcit. Ses enfants apportent la police, les problèmes, les maladies. Ils n'apportent pas plus de problèmes que la faim, dit-elle encore. Il rit. Tu crois que l'amour nourrit? Non, répond Kadidiatu. Le travail nourrit. Et nous travaillons. Il lui donne une semaine. Les voisins, eux, n'attendent pas. Le soir même, les rumeurs circulent. Quelqu'un dit que les garçons volent. Un autre dit que Kadidiatu tient un repère. Une femme avec qui elle buvait du thé traverse la rue pour l'éviter. Les enfants pointent du doigt. Cette nuit-là, alors qu'ils mangent du riz allongé avec de l'eau, Musa parle. Ils nous détestent, dit-il doucement. Kadidiatu ne nie pas. Certaines personnes détestent ce qui leur rappelle qu'elles auraient pu tomber aussi. Ibrahima frappe le sol de la main. On devrait partir. Babacar relève brusquement la tête. Non. Tous les regards se tournent vers le plus petit. Elle ne nous a pas renvoyés, dit Babacar, la voix tremblante. Nous non plus, on ne la renvoie pas. Le silence suit. Quelque chose passe entre eux, une ligne tracée non par des mots, mais par la loyauté. Les jours suivants sont plus durs. Un policier arrête Ibrahima au port et le fouille sans raison. Musa est chassé du robinet par des garçons plus âgés qui l'insultent. Kofi rentre avec moins de pièces chaque soir, ses blagues devenant plus fines. Sik revient les mains couvertes d'huile, fier d'avoir réparé un générateur pour quelques restes. Babacar apprend la pièce par cœur, plaçant chaque objet exactement à sa place, comme si l'ordre pouvait les protéger. Kadidiatu les observe. Elle voit comment Ibrahima se place entre elle et les inconnus. Comment Musa écoute plus qu'il ne parle, absorbant le monde comme une preuve. Comment Kofi compte les pièces 2 fois, puis 3. Comment Sik répare ce que d'autres jettent. Comment Babacar sursaute aux voix fortes et se détend seulement quand sa main repose sur son épaule. Ils ne sont pas une seule histoire. Ils sont 5. Le 6e jour, les problèmes arrivent avec un sourire. Un homme se tient au coin de la rue, observant les garçons rentrer du travail. Bien habillés pour le quartier, chaussures propres,
posture assurée. Quand Kofi passe, l'homme parle doucement. Tu gâches ton talent à porter des paniers. Kofi ralentit. Je travaille. L'homme sourit davantage. Il y a des moyens plus faciles. Kadiriatu remarque trop tard. Elle sent le changement dans l'air avant de voir la conversation. Cette nuit-là, elle parle fermement. Si quelqu'un vous propose de l'argent pour rien, vous refusez. Ibrahima détourne le regard. Musa plisse les yeux. Sik ne dit rien. Kofi avale sa salive. Babacar se rapproche d'elle. Ils recrutent là où l'espoir est mince, poursuit Kadiriatu. Et ils disparaissent quand les conséquences arrivent. Ibrahima finit par parler. Et si l'espoir est plus mince ici? Kadiriatu s'assied lourdement. Son corps lui fait mal. Ses mains sentent en permanence le savon et le travail. Elle n'a pas d'économie, pas de protection. Seulement une foi obstinée en quelque chose qu'elle ne sait pas nommer. Alors on l'épaissit, dit-elle. Cette nuit-là, après que les garçons se sont endormis, Kadiriatu ouvre la petite boîte métallique cachée sous son tapis. À l'intérieur, des pièces enveloppées dans un tissu et une enveloppe jaunie. Elle ne l'ouvre pas. Elle ne l'ouvre jamais. Il suffit de savoir qu'elle existe. Dans cette enveloppe se trouve une vérité vieille de 30 ans, une terre prise, des voix réduites au silence, et un moment où elle avait choisi la survie plutôt que la justice. Elle avait juré de ne jamais laisser un autre enfant payer pour ce choix. La pièce change lorsqu'elle se lève. Les garçons respirent calmement, inconscients du poids qui se pose sur sa poitrine. Kadiriatu Koulibaly s'allonge parmi eux, pas au-dessus, pas à part. Si le monde insiste pour les appeler indésirables, elle prouvera le contraire, un jour après l'autre, même si cela la détruit. La semaine donnée par le propriétaire passe plus vite que Kadiriatu Koulibaly ne l'avait imaginé, non parce que le temps est doux, mais parce que survivre exige de la vitesse. Au 7e matin, les routines des garçons deviennent des habitudes. Ibrahima part avant l'aube pour le port, épaule droite, regard en avant comme un homme qui a appris tôt que l'hésitation attire la punition. Musa balaie la pièce avec minutie, aligne leur bol avec une précision militaire, puis part à la bibliothèque publique où personne ne demande de papier tant qu'il reste discret. Kofi travaille au marché, calculant trajet et clients avec un instinct naturel pour les nombres que les vendeurs exploitent autant qu'ils admirent. Sik passe des heures auprès de moteurs rouillés et de ventilateurs cassés, échangeant le silence contre le savoir-faire. Babacar reste près de Kadiriatu, la suivant dans ses ménages où les employeurs prétendent ne pas le voir. La ville les observe. Comme toujours. Au début, les regards sont curieux. Puis ils durcissent. Des femmes rapprochent leurs enfants quand les garçons passent. Des commerçants ferment leurs boîtes plus tôt. Une nuit, quelqu'un écrit un mot sur le mur près de l'immeuble de Kadiriatu, « Voleur ». Elle le nettoie avant l'aube, les mains tremblantes, non de peur, mais de colère qu'elle refuse de montrer. L'école devient son prochain espoir. Elle attend sous une banderole fanée promettant l'éducation pour tous. Quand vient son tour, elle explique prudemment. Les garçons n'ont pas de parents, pas de documents, pas d'argent, mais ils veulent apprendre. L'administrateur écoute avec un sourire fatigué. Madame, les règles existent pour une raison. Les règles protègent ceux qui sont déjà dedans, répond Kadiriatu. Le sourire disparaît. Revenez quand vous aurez les papiers. Elle part sans discuter. Discuter demande du pouvoir. Cet après-midi-là, Ibrahima ne rentre pas à l'heure. Kadiriatu essaie de ne pas paniquer. Le port retarde tout. Les camions arrivent tard. Les hommes se disputent. Mais le soleil baisse, la pièce s'assombrit. Quand il apparaît enfin, sa chemise est déchirée, sa lèvre fendue. Ils m'ont fouillé, dit-il simplement. Kadiriatu attrape déjà de l'eau. Qui? Il hausse les épaules. La police. Ils ont dit que quelqu'un a signalé des garçons comme nous. Comme nous. Elle nettoie la blessure lentement, la mâchoire serrée. Les autres regardent en silence. Les mains de Babacar se ferment en poing qu'il ne sait pas utiliser. C'est pour ça qu'on doit partir, dit Ibrahima sans la regarder. On aggrave les choses. Kadiriatu prend son visage doucement. Non. Le monde était déjà pire.
Vous êtes seulement là où il peut se voir. Le coup suivant arrive silencieusement. Une employeuse, une femme qui payait peu mais régulièrement, lui dit de ne plus revenir. Mes voisins parlent, dit-elle en évitant son regard. Ils disent que tu apportes des problèmes. Kadidiatu hoche la tête. Elle s'y attendait. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est la légèreté soudaine qui suit, comme si quelque chose de lourd avait enfin reconnu son poids. Il s'adapte encore. Les repas s'amincissent. Le riz dure plus longtemps. Les pièces disparaissent plus vite. Les nuits se remplissent de calculs murmurés. Musa propose de vendre de la ferraille. Kofi suggère de mettre leur pourboire en commun. Sik répare silencieusement la radio cassée du propriétaire sans qu'on le lui demande. Babacar apprend à plier les couvertures si serrées qu'elles prennent moins de place. Pourtant, les problèmes continuent de tourner autour d'eux. Un soir, l'homme aux chaussures propres revient. Cette fois, il parle directement à Ibrahima. « Tu es fort », dit-il. La force ne devrait pas rester impayée. Ibrahima ne répond pas. L'homme sourit. Nous aidons les nôtres. Ibrahima rentre tard, silencieux. Kadidiatu voit immédiatement le changement. Elle attend que les autres dorment. Il t'a proposé quelque chose? Demande-t-elle. Ibrahima fixe le sol. De la nourriture. De la protection. Et qu'est-ce qu'il voulait? Des livraisons. Kadidiatu ferme les yeux. Elle savait que ce jour viendrait. La ville exige toujours un paiement pour la compassion. Elle ouvre la boîte métallique pas pour l'enveloppe, mais pour ses dernières pièces. Elle les dépose dans la paume d'Ibrahima. Ce n'est pas beaucoup, dit-elle. Mais c'est propre. La voix d'Ibrahima se brise. Ce n'est pas suffisant. Non, reconnaît-elle. Mais se vendre à des hommes qui disparaissent quand tu tombes ne l'est pas non plus. Il lui rend lentement les pièces. Je ne le ferai pas. Le soulagement qui la traverse lui fait plus mal que la peur. Le propriétaire arrive le lendemain matin. Il ne frappe pas. Je vous ai donné une semaine, dit-il en regardant les garçons. Ça s'arrête aujourd'hui. Kadidiatu se redresse. Donnez-moi encore du temps. Il rit. Pourquoi? Un miracle? Non, dit-elle. Une preuve. Preuve de quoi? Qu'ils ne sont pas ce que vous pensez. Il ricane. Des enfants comme eux deviennent des criminels. Avant que Kadidiatu réponde, Sécu s'avance. Il tend la radio. Je l'ai réparée, dit-il doucement. Gratuitement. Le propriétaire hésite, surpris. Il tourne le bouton. La musique grésille et revient. Musa parle ensuite. Je nettoie la bibliothèque chaque après-midi. Demandez. Kofi ajoute, je transporte les marchandises sans voler. Demandez au vendeur. Babacar ne dit rien. Il prend simplement la main de Kadidiatu. Le visage du propriétaire se referme. Des histoires. Kadidiatu soutient son regard. Alors observez-nous. Quelque chose change, pas assez pour les sauver, mais assez pour retarder la décision. Vous avez jusqu'à la fin du mois, dit-il enfin. Une plainte, et vous partez. Cette nuit-là, l'épuisement enveloppe Kadidiatu comme une seconde peau. Elle s'assoit pendant que les garçons dorment, fixant l'enveloppe sous le tapis. Il y a 30 ans, elle était jeune. Pauvre. Elle avait vu des hommes puissants voler des terres à des familles qui criaient jusqu'à perdre la voix. On lui avait proposé de l'argent pour oublier. Elle avait oublié. Le souvenir brûle maintenant, revenant avec chaque injustice subie par les garçons. Elle se demande combien de fois le silence se répète d'une génération à l'autre. Dehors, des rires résonnent. Dedans, 5 enfants respirent de manière irrégulière. Kadidiatu pose son front contre le mur. Si je vous échoue, murmure-t-elle, sans savoir à qui elle parle, ce ne sera pas parce que je n'ai pas combattu. La ville ne répond pas. Mais quelque part, une chaîne de conséquences commence déjà à se former, silencieuse, patiente. L'accusation arrive un jour de marché. C'est toujours ainsi. Quand le bruit peut étouffer la vérité, quand la foule peut choisir un coupable rapidement. Kadidiatu vient de finir de nettoyer l'arrière d'un étal de poissons quand elle entend les cris se répandre. Arrêtez-les.
Des voleurs. Attrapez-les. Ses mains se figent dans le seau. Elle sait avant même de voir. La peur a désormais un poids précis dans sa poitrine. Elle laisse tomber la brosse et se fraye un chemin dans la foule. Près des étals d'épices, un cercle s'est formé. Au centre, Kofi Mensah et Musa Traoré, pâles, les mains levées. Par terre, un plateau de piments renversé rouge dans la poussière comme du sang. Ils ont pris mon argent, crie le vendeur. Je les ai vus. Kofi ouvre la bouche, puis la referme. Musa secoue la tête, calculant déjà à quel point cela peut mal finir. Ils ne l'ont pas fait, dit Kadiriatu en entrant dans le cercle. Personne ne s'écarte volontairement. Elle force le passage, se plaçant devant les garçons. Tu les protèges parce qu'ils vivent avec toi, dit quelqu'un. Elle fait partie du coup, ajoute une autre voix. Le vendeur pointe Kofi. Fouillez ses poches. Des mains s'approchent. Non, dit Kadiriatu fermement. Un homme la pousse. Elle trébuche mais reste debout. Fouillez-moi, dit-elle soudain. La foule hésite. Quoi? Ricane le vendeur. Fouillez-moi, répète-t-elle en retournant son vieux sac. Quelques pièces tombent. Rien d'autre. S'ils ont volé, c'est ici, dit-elle. Sinon, vous les laissez. Le vendeur hésite, puis secoue la tête. Ils travaillent ensemble. Tout le monde sait que les enfants de la rue volent. Quelque chose casse en elle, pas bruyamment, mais complètement. Elle se place directement devant les garçons. Si quelque chose a été volé, dit-elle calmement, alors c'est moi qui l'ai volé. La foule se tait. Je suis leur tutrice. Leurs erreurs sont les miennes. Kofi halète. Mama. Ça suffit, dit-elle doucement. Le vendeur la regarde, surpris. L'excitation disparaît, remplacée par l'irritation. Il voulait du spectacle, pas de responsabilité. Quelqu'un se penche près de l'étal. Un petit paquet de pièces apparaît, caché sous un sac. Là, dit une femme. C'était là. L'accusation se dissout aussi vite qu'elle est née. Les gens haussent les épaules. Rient nerveusement. La foule se disperse. Mais les dégâts n'ont pas besoin de témoins. Kadiriatu sent les garçons trembler derrière elle. Elle les ramène sans parler, son bras serré autour des épaules de Kofi. Musa marche raide, enregistrant chaque humiliation. Dans la pièce, le silence retombe. Ils allaient nous frapper, dit Kofi d'une petite voix. Ils le feront encore, répond Ibrahima depuis le coin. Babacar, genoux contre la poitrine. Pourquoi ils nous détestent autant? Kadiriatu s'assoit lourdement. Ses jambes tremblent maintenant. Elle ne répond pas tout de suite. Parce qu'elle ne veut pas mentir. Parce que c'est plus facile que de demander pourquoi des enfants dorment dans la rue. Cette nuit-là, elle ne dort pas. L'accusation tourne dans sa tête comme un schéma. Elle reconnaît la forme, le blâme qui tombe sur les plus faibles, la vérité écrasée par la commodité. La même forme qu'il y a 30 ans. Elle prend la boîte métallique. Les garçons dorment. Elle sort l'enveloppe et la regarde longtemps. À l'intérieur, des copies de documents, titres de terrain, signatures, non puissants, preuve d'une expulsion forcée près de l'ancienne voie ferrée. Preuve que des hommes puissants ont menti pendant que des familles étaient chassées sous menace. Preuve qu'elle avait vu. À l'époque, on lui avait donné de l'argent pour se taire. Elle était jeune, seule, terrifiée. Elle avait accepté. La survie a duré. La justice, non. Maintenant, en voyant 5 enfants punis pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, Kadiriatu comprend ce qu'elle a évité pendant des décennies. Le silence n'expire pas. Il se multiplie. Le lendemain, les conséquences arrivent. Un policier frappe. Poli. Presque ennuyé. Nous avons reçu une plainte. Vol. Enfant hébergé illégalement. Kadiriatu hoche la tête. Entrez. Il observe la pièce, les nattes, les vêtements réparés. Son regard s'attarde sur les garçons. Ils n'ont pas leur place ici. Ils ont leur place avec moi. Vous avez des papiers? Non. Il soupire. Vous compliquez mon travail. Et vous rendez leur vie impossible. Il détourne le regard. Nous surveillerons,
dit-il avant de partir. Quand la porte se ferme, Musa parle doucement. Ça ne va pas s'arrêter. Kadidiatu sait qu'il a raison. Cet après-midi-là, elle se rend dans un vieux bâtiment près de l'hôpital. Un bureau d'aide juridique qui aide rarement des personnes comme elle. Elle attend des heures. Quand on la reçoit enfin, le greffier la regarde à peine. Nous ne prenons pas de dossier sans frais. Kadidiatu se lève pour partir, puis s'arrête. Et si j'ai des informations? Le greffier hésite. Quel genre? Elle pense à l'enveloppe. Oh non. Aux hommes restés libres. Dangereux, dit-elle. Il se pencha en arrière. Alors gardez-le. Kadidiatu repartit le cœur battant. À la maison, les garçons attendaient. Babacar courut vers elle le premier, le soulagement envahissant son visage quand elle revint. Ce soir-là, Kadidiatu les rassembla. Il y aura des jours comme aujourd'hui, dit-elle. Des jours où le monde décide qui vous êtes sans vous demander. Ibrahima la regarda. Qu'est-ce qu'on fait? Elle hésita, puis dit la vérité qu'elle avait apprise trop tard. On tient debout. Et quand tenir debout ne suffit plus, on se souvient. Elle ne leur parla pas de l'enveloppe. Pas encore. Certains fardeaux demandent du temps avant d'être partagés. Dehors, la ville continuait sans savoir qu'une ligne venait d'être franchie, silencieusement, dans une petite pièce près du port. La prochaine accusation ne se terminerait pas par le silence. Le temps n'adoucissait pas la ville. Il l'aiguisait. Les garçons grandissaient pas de la même manière, mais clairement. La faim étirait leur corps. Le travail durcissait leurs mains. La pièce étroite qui les engloutissait autrefois semblait rétrécir chaque mois. Kadidiatu observait ces changements avec une fierté mêlée d'une peur qu'elle ne nommait pas. Ibrahima devint plus grand que l'encadrement de la porte. Ses épaules s'élargirent au port. Son silence devint plus lourd. Les hommes lui parlaient différemment, à moitié avec respect, à moitié pour le tester. Musa lisait tout ce qu'il trouvait, manuels usés, journaux, affiches. Il posait des questions sur les lois, la propriété, pourquoi certaines signatures comptaient plus que d'autres. Il retenait les visages. Les noms. Kofi apprit les chiffres comme d'autres apprennent à se battre. Il calculait vite, négociait, partageait équitablement et cachait quelques pièces pour les jours difficiles. Son sourire ouvrait des portes, mais ses yeux mesuraient toujours le risque. Sécu devint silencieux d'une façon définitive. Il parlait aux machines, ventilateurs, radios, générateurs. Il démontait, réparait, apprenait la patience auprès de choses qui ne mentent pas. Quand ça refonctionnait, il souriait brièvement. Babacar changea plus doucement. Il dormait mieux. Il riait parfois. Mais les voix fortes le faisaient encore sursauter. Les mouvements brusques l'envoyaient chercher la main de Kadidiatu. Il suivait les règles comme si en briser une pouvait lui faire perdre sa place. Le travail les maintenait en vie. Pas en sécurité. L'homme aux chaussures propres revenait souvent. Il ne parlait jamais à tous en même temps. Il comprenait la séparation. Il trouvait Ibrahima seul au port, lui offrait un repas chaud. Il glissait des informations à Kofi. Il observait Sécu en silence parce que le silence était déjà une langue que Sécu comprenait. Kadidiatu sentit la pression monter, comme la chaleur avant l'orage. Un soir, elle les réunit. Écoutez-moi. La ville vous offrira des raccourcis. Ibrahima, bras croisés. Des raccourcis pour sortir de la faim. Oui. Et vers la tombe. Kofi ricana. Tous les boulots ne tuent pas. Non, dit-elle. Certains prennent plus de temps. Musa la fixa. Tu parles comme si tu savais. Le passé pressa contre sa poitrine. Elle le repoussa. Je sais assez pour vous dire ceci, rien donné sans travail ne vient sans chaîne. L'épreuve arriva vite. Une nuit, Ibrahima ne rentra pas. Kadidiatu attendit, marchant dans la pièce. Quand il entra enfin, essoufflé, il posa des billets sur la natte, plus d'argent qu'il n'en avait vu depuis des mois. J'ai gagné de l'argent. Kadidiatu demanda. Comment? Silence. Elle repoussa l'argent vers lui. Non. Ibrahima se crispa. Tu n'as même pas demandé comment.
J'ai demandé qui. C'était juste une fois. C'est comme ça que ça commence. Il frappa le mur. On meurt de faim. Le mot pesa lourd. Parce qu'il était vrai. Kadidiatu se leva lentement. Tu crois que je ne le sais pas? Je compte vos respirations la nuit. Je compte les pièces jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Mais je ne troquerai pas votre avenir contre aujourd'hui. Sa voix trembla. Alors tu offres quoi? Elle alla à la boîte métallique. Les garçons observaient. Elle sortit l'enveloppe sans l'ouvrir. Je vous offre ceci, la vérité que le silence coûte plus cher que la faim. Musa se pencha. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que j'ai caché parce que j'avais peur. Quelque chose qui m'a appris ce qui arrive quand on accepte de l'argent pour détourner le regard. Elle remit l'enveloppe. Je ne l'ouvrirai pas encore. Mais si je le fais un jour, ce sera parce que le prix du silence sera devenu trop élevé. Ibrahima regarda l'argent, puis le lui rendit. Brûle-le. Elle secoua la tête. Non. On le rend. Ils le firent. L'homme sourit froidement. Une autre fois. Kadidiatu savait qu'il y aurait une autre fois. Le propriétaire remarqua l'attention. Tu attires l'attention. L'attention attire la police. La police attire les problèmes. Les problèmes étaient déjà là. Quelques jours plus tard, Kadidiatu s'effondra. Dans un escalier qu'elle avait monté 1000 fois. Sa vision se rétrécit. Le seau glissa. Elle pensa seulement, le sol est froid. Elle se réveilla à l'hôpital. Salle commune. Rideau mince. Odeur de désinfectant et de fatigue. Les garçons au pied du lit, pâles. Ne pleurez pas, murmura-t-elle. Babacar pleura quand même. Le médecin parla sans douceur. Épuisement. Malnutrition. Elle doit se reposer. Kofi demanda. Avec quel argent? Le médecin haussa les épaules. Ils se relayèrent. Ibrahima resta assis, refusant de partir. Musa écouta les conversations. Sik répara un ventilateur cassé. Kofi négocia des couvertures. Babacar compta les respirations de Kadidiatu jusqu'à ce qu'elle dorme. Kadidiatu les regardait à moitié consciente. C'était cela pourquoi elle s'était battue. Pas le confort, pas la sécurité, le lien. Elle comprit quelque chose qu'elle avait longtemps refusé. L'amour ne te protège pas du danger. Il donne au danger une raison de viser plus précisément. Et dehors, des forces qui se nourrissaient du désespoir ajustaient déjà leurs plans. Kadidiatu resta 3 jours à l'hôpital. 3 jours courts pour la médecine, longs pour eux. La première nuit, une infirmière exigea un paiement avant de changer la perfusion. On va trouver, dit Kofi. Le lendemain, Ibrahima travailla toute la nuit. Sik répara du matériel contre quelques pièces. Musa argumenta avec l'administration. Babacar resta près d'elle. Ils ne se plaignirent pas. Ils s'adaptèrent. Le deuxième jour, un homme apparut au pied du lit. Vieux. Costume usé mais propre. Posture prudente. Amaduka, dit-il doucement. Je suis avocat, ou je l'étais. Je fais parfois de l'aide juridique ici. Quand on me laisse. Kadidiatu cligna des yeux, incertaine que la fièvre soit vraiment tombée. Musa se raidit immédiatement. Les avocats signifiaient des questions. Les questions signifiaient le danger. Le regard d'Amadou glissa doucement d'un garçon à l'autre. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. La manière dont Ibrahima se plaçait instinctivement en protection. La façon dont Kofi comptait en silence. Le regard de Séku attiré par les installations cassées. La main de Babacar serrant la couverture de Kadidiatu. C'est vous qui les avez élevés, dit Amadou. Ce n'était pas une question. Kadidiatu hocha faiblement la tête. Un léger sourire passa sur les lèvres d'Amadou. Et eux aussi vous ont élevé. Il tira une chaise. J'ai entendu ce qui s'est passé au marché, dit-il doucement. Les accusations voyagent vite. Les yeux de Musa se plissèrent. Qui vous l'a dit? Les gens parlent toujours, répondit Amadou. Surtout quand ils pensent être en sécurité. Kadidiatu bougea avec difficulté.
Pourquoi êtes-vous ici? Amadou hésita, puis glissa la main dans sa vieille serviette. Il ne sortit rien. Il toucha simplement quelque chose à l'intérieur, comme pour vérifier que c'était bien réel. Parce qu'il y a 30 ans, dit-il, une femme comme vous s'est tenue là où personne d'autre n'osait se tenir. La chambre devint très silencieuse. Kadidiatu ferma les yeux. Vous vous trompez. Non, répondit-il doucement. J'étais jeune avocat, idéaliste. J'ai vu des familles traîner hors de leur maison près de la voie ferrée. J'ai vu des documents apparaître du jour au lendemain. J'ai vu des signatures qui n'appartenaient pas aux mains qui les avaient écrites. Les doigts de Kadidiatu frémirent. Il y avait un témoin, continua Amadou. Une femme de ménage. Pauvre. Seule. Elle a disparu après le report de l'audience. Musa se pencha. Qu'est-il arrivé à l'affaire? Amadou expira lentement. Elle a été enterrée. Le silence pesa contre les murs. Kadidiatu ouvrit les yeux. Pourquoi nous dire cela maintenant? Parce que j'ai reconnu votre visage dès que je vous ai vu dans ce service. Et parce que je vois l'histoire se répéter autour de ces garçons. Ibrahima parla enfin. Qu'est-ce que vous voulez? Amadou soutint son regard. Je veux savoir si la vérité existe encore. Cette nuit-là, Kadidiatu ne dormit pas. Elle regarda le ventilateur tourner de travers. Les souvenirs revinrent en fragments, des bottes dans la poussière. Des femmes qui criaient. Une main glissant de l'argent dans la sienne pendant qu'une autre se refermait sur son poignet. Elle avait cru que le silence mettrait fin à tout. Elle s'était trompée. Le 3e jour, elle demanda au garçon de s'approcher. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Ils s'assirent au bord du lit, formant une barrière entre elle et le monde. J'ai été témoin d'une injustice. Assez grande pour détruire des vies. Et je n'ai rien dit. Musa avala sa salive. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que j'étais pauvre. Parce qu'on m'a promis la sécurité. Kofi demanda doucement. Ça a marché. Kadidiatu secoua la tête. J'ai survécu. D'autres non. Babacar lui prit la main. J'ai gardé des preuves. Pas assez pour me battre seul. Assez pour me rappeler le prix du silence. Ibrahima détourna le regard. Et maintenant, dit-elle, les hommes qui ont profité de ce silence sont toujours libres. Un échange muet passa entre les frères. Colère, reconnaissance, résolution. Amadou revint l'après-midi. Je ne peux pas promettre la protection. Seulement une procédure. Lente. Dangereuse. Nécessaire. Kadidiatu hocha la tête. C'est plus que ce que j'avais avant. Ils s'en prendront à vous, dit-il. Ils le font déjà, répondit Musa. Quand Kadidiatu sortit de l'hôpital, la ville sembla plus dure. Ses jambes étaient faibles. Son travail avait disparu. Le propriétaire attendait, bras croisés. Le loyer. Donnez-moi du temps. Vous attirez trop d'attention. Les garçons se tinrent derrière elle comme un mur. Cette nuit-là, ils comptèrent les pièces. La pile était plus petite que jamais. Il nous faut un plan, dit Kofi. Et de la distance, ajouta Musa. Ibrahima serra la mâchoire. On ne peut pas rester tous ici. Kadidiatu comprit. Vous voulez partir. On veut survivre. La décision se forma lentement. Ils partiraient un par un. Trouveraient du travail ailleurs. Enverraient de l'argent. Reviendraient quand ils pourraient. Babacar pleura. Séku fixa le sol. Kofi calcula. Musa mémorisa les visages. Kadidiatu les serra tous contre elle. Ce n'est pas un abandon. C'est une stratégie. Ils partirent par étapes, d'abord Ibrahima, puis Kofi, puis Séku. Musa resta le plus longtemps, organisant les papiers, enveloppant l'enveloppe dans un tissu, l'étiquetant soigneusement. Tu n'as pas à porter ça seule, lui dit-il. Elle sourit faiblement. Je l'ai déjà fait. Plus maintenant. Babacar resta jusqu'au dernier jour. Quand la pièce se vida, le silence pesa plus lourd que la faim. Kadidiatu s'assit seule sur la natte, l'enveloppe dans les mains. Elle ne l'ouvrit pas. Allez loin.
Allez en sécurité, murmura-t-elle. La ville avala ses fils un à un, sans savoir qu'elle venait de libérer un compte à rendre. La pièce changea après leur départ. Dar n'était jamais silencieuse, mais les bruits perdirent leur sens. Kadidiatu apprit la différence entre absence et vide. L'absence a des échos. Le vide n'en a pas. Musa resta le plus longtemps. Il dormait près de la porte, comme pour garder quelque chose de fragile. Il organisait la boîte métallique, enveloppait l'enveloppe, non pour la cacher, mais pour se souvenir de sa place. « Tu n'as plus à porter cela seul », répéta-t-il. Il parlait peu. La ville redevenait curieuse. Des regards traînaient. Quelqu'un avait remarqué les départs. La vérité sortit lentement, comme une blessure exposée à l'air. Un soir, quand la chaleur retomba, Kadidiatu posa l'enveloppe entre eux. « Écoute-moi. Pas comme mon fils. Comme un homme. Il y a 30 ans, près de la voie ferrée, vivait un quartier pauvre. Un matin, des camions sont arrivés. Des hommes avec des papiers. Ils ont dit que les signatures étaient légales. Elles ne l'étaient pas. Elle raconta l'expulsion. Les cris. Les portes arrachées. Les hommes battus. Je travaillais dans ce tribunal. J'ai tout entendu. Musa se pencha. Tu as vu les preuves? Oui. Et tu as témoigné? Non. Le mot tomba lourdement. Ils sont venus me voir. Ils ont dit que je n'étais personne. Que les accidents arrivaient. Puis ils ont posé l'argent sur la table. Musa ferma les yeux. Je l'ai pris. Je me suis dit que je choisissais la vie. Et les familles? Dispersées. Certaines dans la rue. Certaines ont disparu. Un moteur passa dehors. Une radio jouait trop fort. J'ai gardé des copies. Parce qu'une partie de moi savait que le silence était mal. Et qu'une autre espérait devenir courageuse un jour. Musa ouvrit l'enveloppe. Les documents étaient jaunis. Les noms, à l'encre bavée. Il lut lentement. Puis s'arrêta. Le nom de ma mère, murmura-t-il. Kadidiatu ferma les yeux. Je ne savais pas. Je te le jure. Long silence. Enfin, Musa parla d'une voix différente. Cette terre a été prise par une société liée à Alhaji Boubacar Sissoko. Kadidiatu hocha la tête. Il était puissant alors. Il l'est encore plus aujourd'hui. Musa leva les yeux. Ce n'est pas juste de l'histoire. Non. C'est un schéma. Ils ne prirent aucune décision cette nuit-là, point les décisions prises dans la colère reproduisent souvent la même violence qu'elles prétendent combattre. Ils dormirent avec l'enveloppe entre eux, comme une troisième présence. Dans les semaines qui suivirent, Musa commença à partir tôt et à rentrer tard. Il allait à la bibliothèque, sur les marches du tribunal, dans l'ancien quartier près de la voie ferrée. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il retrouvait des noms gravés dans la mémoire et dans la peur. Pendant ce temps, les lettres arrivaient de façon irrégulière, brève, précieuse. D'Ibrahima. Le travail est dur. J'apprends les routes. J'envoie ce que je peux. De Kofi. Les chiffres ont du sens partout. Je suis prudent. De Sécu. Les machines sont les mêmes dans toutes les villes. Les gens ne le sont pas. De Babacar, dicté à travers le téléphone d'un voisin. Maman, je me souviens des règles. Kadidiatu lisait chaque lettre 2 fois, puis les pliait soigneusement. La ville se resserrait autour d'elle. Un homme posa des questions au point d'eau. Une femme lui conseilla de ne plus marcher seule la nuit. Le propriétaire augmenta le loyer sans explication. Kadidiatu comprit le message. L'attention était revenue. Amadou Keita vint encore, plus vieux, plus fatigué. Je peux vous aider à préparer, dit-il. Pas à accuser. À documenter. Kadidiatu hocha la tête. J'ai fini de me cacher. Amadou regarda Musa. Et toi? Musa soutint son regard. Je ferai l'écoute. Ils travaillèrent lentement, discrètement. Ils photographièrent les documents. Recoupèrent les noms. Retrouvèrent des familles. Certaines refusèrent de parler. Certaines pleurèrent. Certaines attendaient qu'on leur pose enfin la question. Un soir,
Musa rentra pâle. Il nous surveille. Les hommes de Sissoko. Kadidiatu s'assit. Alors nous ne ferons rien d'imprudent. Ne rien faire, c'est ce qui nous a conduits ici, répondit-il sans dureté. Elle sourit tristement. Tout faire d'un coup, c'est ainsi qu'on disparaît. Ils trouvèrent un compromis. Preuve d'abord. Sécurité toujours. Le départ de Musa se fit sans cérémonie. Dar était devenue trop petite. Il irait d'abord à Arusha, puis plus loin si nécessaire. La distance protégerait et élargirait son champ d'action. La veille, Kadidiatu cuisina leur meilleur repas depuis des mois. Ils mangèrent lentement. Tu ne m'as pas volé ma vie, dit soudain Musa. Tu lui as donné une direction. Les yeux de Kadidiatu se remplirent de larmes. J'ai volé du temps à d'autres, murmura-t-elle. Il secoua la tête. Tu as gardé la vérité vivante. Ça compte. À l'aube, elle resta dans l'embrasure de la porte. Elle ne fit pas signe. Elle regarda jusqu'à ce que la rue l'engloutisse. Seule à nouveau, elle remit l'enveloppe dans la boîte métallique. La vérité ne lui appartenait plus seulement. Elle circulait désormais de ville en ville, de main en main, de mémoire en mémoire. Et quelque part, des hommes qui avaient bâti des empires sur le silence commencèrent à sentir le sol se dérober sous leurs pieds. Les séparations ne se produisirent pas d'un seul coup. Elles se déployèrent lentement, pièce par pièce, souvenir par souvenir, jusqu'au matin où Kadidiatu Coulibaly réalisa qu'il n'y avait plus aucun pas à compter. Ibrahima envoya de l'argent en premier. Pas beaucoup. Jamais assez. Mais régulièrement. Il conduisait désormais des camions à travers les frontières, où les uniformes changeaient, mais pas la suspicion. Ses lettres étaient brèves. Je dors dans la cabine. C'est plus sûr. J'ai appris quelle route éviter. Kofi écrivait moins souvent, mais avec un optimisme aiguisé par la prudence. J'apprends comment les entreprises cachent leurs pertes. Les chiffres disent la vérité si on les interroge correctement. Les messages de sécu arrivaient tard, via des téléphones empruntés. Réparer un générateur aujourd'hui. Paiement honnête. Je parle peu. Ça me rend invisible. Babacar envoyait des messages vocaux dès qu'il le pouvait. Sa voix devenait plus grave, plus stable. Mais il terminait toujours par la même question. Maman, tu manges bien? Kadidiatu répondait à tous. Elle ne parlait jamais du riz devenu plus rare. Ni des coups plus fréquents du propriétaire. Ni de son corps qui se fatiguait plus vite. Ni du silence qui s'installait dans ses os la nuit. Elle choisissait ce que les mères choisissent toujours, protégées par omission. Le temps passa. Les mois devinrent des années. Dar changea comme les villes changent. De nouveaux bâtiments à côté d'anciennes blessures. De la peinture fraîche sur des fissures non réparées. Le port s'agrandit. Le marché devint plus bruyant. Et entre survie et mémoire, Kadidiatu vieillit. Ses mains se raidirent. Sa vue baissa. Le travail qui autrefois était rapide exigeait désormais des pauses. Les employeurs remarquèrent. Certains la remplacèrent sans un mot. D'autres cessèrent d'appeler. L'enveloppe resta. Sous la natte, enveloppée avec soin. Elle ne la retira pas, même lorsqu'elle dut changer de logement. Quand le propriétaire la força finalement à partir, trop de plaintes, trop d'attention, Kadidiatu ne protesta pas. Elle empaqueta ce qu'elle possédait et déménagea plus loin du centre, plus près des marges, là où l'on apprend à ne pas poser de questions. Elle se dit que c'était temporaire. Le temporaire s'étira. Musa devint plus difficile à joindre. Ses lettres venaient de villes différentes, de numéros différents. Chaque mot semblait peser pour survivre à une interception. Les progrès sont lents mais réels. Les gens se souviennent plus qu'ils ne l'admettent. Amadou vieillissait vite. Ses mains tremblaient davantage. Son optimisme s'amenuisait. Ils ont toujours le pouvoir, dit-il. Et la patience. Kadidiatu hocha la tête. Nous aussi. Mais la patience a un prix. Le jour où Kadidiatu tomba dans l'escalier et ne se releva pas tout de suite, elle sut que quelque chose avait changé. Un voisin la trouva des heures plus tard, confuse mais vivante. La clinique était surchargée. Le médecin parla franchement.
Vous ne devriez pas vivre seul. Le mot seul avait un goût amer. Cette fois, la décision ne lui appartenait pas seulement. Ibrahima appela depuis une ville frontalière. Sa voix portait la culpabilité comme un grésillement. Maman, tu ne peux pas rester comme ça. Kofi rejoignit l'appel depuis une autre ligne. Il y a un endroit. Pas parfait, mais sûr. Babacar pleurait doucement en arrière-plan. Ainsi, Kadidiatou Koulibaly entra dans une maison de prise en charge. Ce n'était pas présenté comme tel. On appelait cela une résidence communautaire. Le bâtiment était ancien, la peinture fatiguée. Le personnel parlait gentiment certains jours, sèchement d'autres. La plupart des résidents avaient été placés là par des proches qui venaient rarement, voire jamais. Kadidiatou apporta sa boîte métallique. L'enveloppe vint avec elle. Au début, elle s'adapta. Elle apprit quelles infirmières ignoraient les demandes et lesquelles écoutaient. Elle partagea des histoires avec des femmes qui ne se souvenaient plus de leur propre nom. Elle plia des vêtements pour celles qui ne pouvaient plus. Mais vieillir, comme la pauvreté, s'accumule. Ses jambes s'affaiblirent. Sa mémoire vacilla par petites touches. Les noms arrivaient plus lentement. Les dates se brouillaient. Les garçons des hommes désormais appelaient quand ils pouvaient. Les visites étaient promises. Reportées. Promises encore. Les frontières se fermaient. Le travail se compliquait. La vie s'interposait. Kadidiatou ne leur en voulait pas. Elle comprenait le sacrifice intimement. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était la rapidité avec laquelle la dignité disparaît quand personne ne regarde. La résidence changea de direction. Les règles se multiplièrent. Le personnel changea sans cesse. Les portions de nourriture diminuèrent. Les plaintes se perdaient dans la paperasse. Kadidiatou parla quand elle voyait une résidente ignorée. Quand des médicaments disparaissaient. Quand les voix devenaient cruelles. Elle devint gênante. Vous posez trop de questions, lui dit un jour une infirmière. Kadidiatou sourit faiblement. J'ai appris ça avec la faim. L'avertissement arriva discrètement. Un après-midi, un homme visita la résidence et posa des questions sur un ancien quartier près de la voie ferrée. Son ton était neutre. Pas ses yeux. Kadidiatou sentit le passé remuer. Cette nuit-là, elle cacha l'enveloppe plus profondément, l'enveloppant encore et encore, comme si le tissu pouvait étouffer les conséquences. La semaine suivante, son nom apparut sur une liste. Sortie, dit l'administrateur d'un ton plat. Non-conformité. Je n'ai nulle part où aller, répondit Kadidiatou. Ce n'est pas notre responsabilité. Elle tenta d'appeler Ibrahima. Pas de réponse. La ligne de Kofi sonna sans connexion. Le téléphone de Sik était éteint. Le message pour Babacar ne fut pas délivré. Le matin où on la fit sortir juste avant l'aube, Kadidiatou comprit quelque chose qu'elle avait évité pendant des années. Le silence ne se multiplie pas seulement. Il attend. Elle tenait le sac plastique contenant ses vêtements. La boîte métallique reposait contre sa jambe, plus lourde que jamais. Le portail se referma derrière elle avec une finalité qui semblait répéter. Elle ne pleura pas. Si c'était le prix de dire la vérité, tard, elle le paierait debout. Ce que Kadidiatou ne savait pas, ce que personne dans cette rue silencieuse ne savait, c'est que les années de distance n'avaient pas effacé la promesse de ses fils. Elle l'avait affûté. Et loin de la résidence, 5 hommes étaient déjà en mouvement. Pas comme des enfants. Pas comme des victimes. Mais comme des témoins qui avaient enfin accumulé assez de poids pour faire pencher le monde vers la justice. Les hommes qui se faisaient appeler les 5 n'annonçaient jamais leur arrivée. À Accra, on les connaissait comme des investisseurs discrets qui posaient trop de questions. À Abidjan, comme des partenaires logistiques qui payaient à temps et ne laissaient aucune trace. À Lagos, comme des donateurs finançant des cliniques sans cérémonie. À Dar, il n'était guère plus qu'une rumeur. 5 noms jamais réunis sur un document. 5 signatures qui ne se chevauchaient jamais. 5 ombres longeant les systèmes conçus pour oublier des gens comme Kadidiatou Koulibaly. Ils avaient appris la discrétion à la dure. Ibrahima Diop se trouvait désormais au centre pas comme chef, il refusait ce titre mais comme point de gravité.
Il connaissait les routes, les frontières, les autorités à éviter et celles à affronter. Des années au volant lui avaient appris que le pouvoir se déplace non pas bruyamment, mais avec persistance. Kofi Mensah gérait les chiffres. Il lisait un bilan comme une confession, suivait les mensonges dans les décimales, repérait la peur dans les coups gonflés. Il n'oublia jamais les étals du marché ni la nuit où Kadidiatu avait repoussé l'argent sale. Musatra travaillait dans les archives de la mémoire. Cours en ligne, cours du soir, notes empruntées, il avait appris le droit par fragments. Il construisait des chronologies patientes, reliant témoignages et dossiers modifiés mais jamais totalement effacés. Sik Kamar construisait les machines qui les rendaient invisibles. Réseau sécurisé, générateur de secours, système redondant. Il réparait ce qui cassait et améliorait ce qui fonctionnait. Pour lui, la fiabilité était une forme de justice. Babacar Dié tenait le registre humain. Les visages. Les dates d'anniversaire. Les promesses. Il gérait les fondations, finançait des refuges, reconstruisait, nourrissait. Les chiffres sans nom font disparaître les gens, disait-il. Ils se réunissaient rarement. La distance les protégeait. Quand il le faisait, c'était bref, précis, jamais sentimental jusqu'à Dar. Le message arriva par un canal secondaire que Musa avait gardé actif pendant des années. Message transféré 2 fois. Sans contexte. Kadidiatu Kulibali sortit. Pas de famille. Tôt le matin. La pièce devint immobile. Ibrahima lut une fois. Puis encore. Le vieux réflexe fuir, se cacher, survivre apparut puis disparut. Ce n'était pas un moment pour l'instinct. C'était un moment pour l'alignement. Confirme, dit-il. Kofi tapait déjà. Sik vérifiait les routes. Babacar ouvrait une liste de contacts. Musa sortit un dossier mince daté de 30 ans. Confirmation rapide. Kadidiatu avait été sorti avant l'aube. La résidence invoquait le règlement. Le personnel refusait de commenter. Un homme lié à Alhaji Boubacar Sissoko était venu quelques jours plus tôt poser des questions absentes des registres officiels. Le schéma était familier. Ils ne se réunirent pas physiquement, mais via une ligne sécurisée. On la ramène à la maison, dit immédiatement Babacar. Définie maison, répondit Kofi. Quelque part en sécurité. Quelque part où elle n'est pas effacée, ajouta Musa calmement. Si on agit maintenant, on s'expose avant que les preuves soient prêtes. Ibrahima écouta. Les deux sont vrais, dit-il. Alors on fait les deux. Les tâches furent réparties sans cérémonie. Sik réorganisa des véhicules ordinaires, propres, anonymes. Kofi déplaça des fonds discrètement via des salaires légitimes. Babacar contacta un réseau de soignants de confiance. Musa prépara un dossier pas encore pour déposer, mais pour tenir. Ibrahima arriva en dernier. Il ne se rendit pas immédiatement à la résidence. Il observa les gardes, les rotations, les angles morts où les caméras mentent. Il se souvint d'avoir été un enfant trop surveillé et appliqua la leçon à l'envers. Quand les véhicules s'arrêtèrent enfin, ce fut avec précision. 5 voitures. Même moment. Moteur discret. Aucun insigne. Des costumes faits pour disparaître dans n'importe quelle ville. Ils ignorèrent les gardes, l'attention était une monnaie qu'ils refusaient de dépenser. Kadidiatu Kulibali était assise en fauteuil près du portail. Une couverture fine sur les genoux. Un sac plastique à ses pieds. La boîte métallique contre le tibia, comme une vieille amie. Elle semblait plus petite que dans leurs souvenirs. Ibrahima s'agenouilla le premier pas comme un geste, comme un réflexe. « Maman, dit-il, la voix stable et brisée à la fois. On est là. » Les autres suivirent. 5 hommes à genoux sur un béton qui avait autrefois écorché leurs genoux d'enfant. Kadidiatu les regarda. Ses yeux parcoururent les visages, les années. La reconnaissance arriva lentement. Puis d'un coup. Ibrahima, Kofi, Séku, Musa, Babacar. Ses mains tremblaient. Babacar les prit doucement. Ils n'expliquèrent pas. Les explications pouvaient attendre. Ils la soulevèrent avec précaution comme on soulève l'histoire et partirent.
Pas de cris. Pas de discours. Juste le mouvement juste. Les voitures quittèrent les lieux avant que la résidence ne retrouve sa voie. Ils ne l'emmenèrent pas dans un manoir. Ni dans un hôtel. Ils l'emmenèrent dans une maison simple. Rampe plutôt qu'escalier. Lumière plutôt qu'écho. Personnel qui parlait doucement parce qu'on les payait pour prendre soin, pas pour contrôler. Babacar resta avec elle toute la nuit. Les décisions prises sous le coup de la colère répétaient souvent la même violence qu'elle prétendait combattre. Ils dormaient avec l'enveloppe entre eux, comme une troisième présence. Dans les semaines qui suivirent, Musa commença à partir tôt et à rentrer tard. Il visita la bibliothèque, les marches du tribunal, l'ancien quartier près de la voie ferrée. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il retrouva des noms gravés dans la mémoire et la peur. Pendant ce temps, des lettres arrivaient de manière irrégulière, brèves, précieuses. D'Ibrahim, le travail est dur. J'apprends les racines. J'envoie ce que je peux. De Kofi, les chiffres ont du sens partout. Je fais attention. De ceux, les machines sont les mêmes dans chaque ville. Les gens ne le sont pas. Babacar dictait ses messages via le téléphone d'un voisin. Maman, je me souviens des règles. Kadidatu lisait chaque lettre 2 fois, puis la pliait soigneusement. La ville se resserrait autour d'elle. Un homme posait des questions au point d'eau. Une femme lui conseilla de ne pas marcher seule la nuit. Le propriétaire augmenta le loyer sans explication. Kadidatu comprit le message, l'attention était revenue. Amadou Keita rendit visite à nouveau, plus âgé et plus fatigué qu'avant. Je peux t'aider à préparer, dit-il. Pas pour accuser, pour documenter. Kadidatu acquiesça. J'ai fini de me cacher. Amadou regarda Musa. Et toi? Musa soutint son regard. Moi, j'écouterai. Ils travaillèrent en silence, lentement. Ils photographièrent des documents. Ils croisèrent des noms. Ils retrouvèrent des familles qui se souvenaient encore de l'expulsion. Certains refusèrent de parler. Certains pleurèrent. Certains attendaient qu'on leur pose la question depuis longtemps. Un soir, Musa rentra pâle. Il surveille, dit-il. Les gens de Sissoko. Kadidatu s'assit. Alors on ne fait rien d'imprudent. Ne rien faire, répondit Musa sans dureté, c'est ce qui nous a amenés ici. Elle sourit tristement. Tout faire d'un coup, c'est comme ça que les gens disparaissent. Ils firent un compromis, preuve d'abord, sécurité toujours. La décision pour Musa de partir se prit sans cérémonie. Dar était devenu trop petit. Il irait d'abord à Hara, puis plus loin si nécessaire. La distance le protégerait et élargirait son action. La dernière nuit, Kadidatu prépara leur meilleur repas depuis des mois. Ils mangèrent lentement, honorant quelque chose de non dit. Tu ne m'as pas volé ma vie, dit soudain Musa. Tu lui as donné une direction. Les yeux de Kadidatu se remplirent de larmes. J'ai volé du temps à d'autres, murmura-t-elle. Musa secoua la tête. Tu as gardé la vérité vivante. Ça compte. Quand il partit à l'aube, Kadidatu resta dans l'embrasure de la porte sans faire signe. Elle regarda jusqu'à ce que la rue l'engloutisse. Seule à nouveau, elle remit l'enveloppe dans la boîte métallique. La vérité n'était plus seulement la sienne. Elle circulait désormais à travers les villes, les mains, la mémoire. Et quelque part, des hommes qui avaient bâti des empires sur le silence commençaient à sentir le sol bouger sous leurs pieds. Les séparations ne se produisirent pas d'un coup. Elles ne le font jamais. Elles se déroulèrent comme un lent démantèlement, pièce par pièce, souvenir par souvenir, jusqu'à ce que Kadidatu Kelibali se réveille un matin et réalise qu'il n'y avait plus de pas à compter. Ibrahim Dio envoya de l'argent en premier. Pas beaucoup, jamais assez pour se sentir en sécurité, mais régulièrement. Il conduisait désormais des camions à travers les frontières, où les uniformes changeaient mais la suspicion restait la même. Ses lettres étaient brèves, pratiques, je dors dans la cabine. C'est plus sûr. J'ai appris quelle route éviter. Kofi Mensa écrivait moins souvent, mais ses mots portaient un optimisme prudent. J'apprends comment les entreprises cachent leurs pertes. Les chiffres disent la vérité si on sait comment les interroger. Les messages de ceux arrivaient via des téléphones empruntés. Tard la nuit, j'ai réparé un générateur aujourd'hui.
Ils ont payé correctement. Je ne parle pas beaucoup. Ça me rend invisible. Babacar envoyait des notes vocales quand il le pouvait. Sa voix devenait plus grave, plus stable, mais il posait toujours la même question à la fin. Maman, tu manges? Kadidatu répondait à chaque message. Elle ne mentionnait jamais à quel point le riz devenait rare, ni la fréquence croissante des coups du propriétaire à la porte. Elle ne décrivait pas non plus la fatigue qui gagnait son corps, ni le silence qui s'installait dans ses os la nuit. Elle choisissait ce que les mères choisissent toujours, protégées par omission. Le temps passa. Les mois devinrent des années. Dar changea comme les villes changent, de nouveaux bâtiments à côté d'anciennes blessures, de la peinture fraîche couvrant les fissures sans réparer les fondations. Le port s'agrandit. Le marché devint plus bruyant. Et quelque part entre survie et mémoire, Kadidatu vieillit. Ses mains se raidirent. Sa vue diminua. Le travail qu'elle faisait autrefois rapidement exigeait désormais des pauses. Les employeurs remarquèrent. Certains la remplacèrent discrètement. D'autres cessèrent simplement d'appeler. L'enveloppe resta. Elle reposait sous le tapis, soigneusement enveloppée, un objet qu'elle ne retirait pas, même lorsqu'elle devait changer de logement. Quand le propriétaire finit par la forcer à partir, trop de plaintes, trop d'attention, Kadidatu ne protesta pas. Elle empaqueta le peu qu'elle possédait et déménagea dans un endroit plus petit, plus loin du centre, vers les marges, là où les gens apprennent à ne pas poser de questions. Elle se dit que c'était temporaire. Le temporaire s'étira. Musa devint plus difficile à joindre. Ses lettres venaient de villes différentes, de numéros différents, avec des mots choisis pour survivre à l'interception. Les progrès sont lents mais réels. Les gens se souviennent plus qu'ils ne l'admettent. Amadou vieillissait vite lors de ses visites. Ses mains tremblaient davantage. Son optimisme s'amenuisait. Ils ont toujours le pouvoir, avertit-il. Et la patience. Kadidatu hocha la tête. Nous aussi. Mais la patience a un coût. Le jour où Kadidatu tomba dans l'escalier sans pouvoir se relever immédiatement, elle comprit que quelque chose avait changé. Un voisin la trouva des heures plus tard, confuse mais vivante. La clinique était surchargée. Sik vérifia l'électricité 2 fois. Kofi examina les factures sans se plaindre. Musa plaça la boîte métallique dans un coffre et s'assit à côté, sans l'ouvrir. Ibrahima resta près de la fenêtre jusqu'à l'aube. Au matin, Dar était réveillé. Les nouvelles circulaient plus vite, portées par les murmures et les téléphones. Une rumeur en forma une autre. « Tu as vu les voitures ? Qui était cette vieille femme ? Pourquoi 5 hommes ?» Alhaji Boubacar Sissoko remarqua le tremblement. Il avait bâti son empire sur la distance face aux conséquences. Il avait déjà survécu aux accusations. Mais cette fois, c'était différent. Organisé, intentionnel, patient. Il ordonna des vérifications. Des noms apparurent. Des liens s'alignèrent. Les 5, murmura-t-il avec un mince sourire. Les enfants ont grandi. Ce que Sissoko ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que les 5 n'étaient pas venus négocier. Ils étaient venus terminer ce qui avait commencé sous une voie ferrée 30 ans plus tôt. Et cette fois, Kadidatu Kelibali ne resterait pas seul devant le portail. Alhaji Boubacar Sissoko ne paniqua pas. Les hommes comme lui ne paniquent jamais. La panique est pour ceux qui pensent que le pouvoir peut disparaître soudainement. Sissoko croyait qu'il s'érode lentement si tant est qu'il s'érode. Il avait survécu aux ministres, aux journalistes, aux militants, même aux juges qui se souvenaient brièvement de leur devoir avant de l'oublier. Il connaissait le rythme des conséquences, retarder, distraire, nier. Quand on lui rapporta que 5 hommes avaient retiré Kadidatu d'un centre de soins avant l'aube, il ne cria pas. Il posa des questions. Qui a signé le transfert? Personne. Qui a autorisé les véhicules? Aucun dossier. Qui sont-ils? Inconnus. Inconnu était un mot qu'il n'aimait pas. Il observa la ville depuis son bureau. Dar avait grandi sous sa surveillance, routes, ports, logements, projets. Ses empreintes étaient partout assez légères pour être niées, assez profondes pour durer. Trouvez la femme de ménage, dit-il. Elle a disparu, monsieur. Alors trouvez les hommes. L'après-midi, la pression commença.
Appel poli, puis moins poli, puis des offres déguisées. Babacar refusa tout calmement. Il teste les limites, dit-il. Chaque test laisse des données, répondit Kofi. Musa étala des documents. Chronologie, non, un réseau trop dense pour être ignoré. Ils ne vont pas s'arrêter à la pression. Ils vont essayer de la discréditer. Kadidatu, enveloppée dans un châle, resta silencieuse, mais lucide. Ils attaquent toujours le témoin. C'est plus facile que d'attaquer la vérité. La première attaque arriva 2 jours plus tard. Un rapport en ligne accusant Kadidatu de chantage. Le texte était propre, juridique, dangereux. Trop propre, dit Kofi. Une convocation arriva ensuite, coopérer discrètement ou être exposé publiquement. Ils la transforment en criminelle, dit Babacar. Ils font toujours ça, répondit Kadidatu. Ibrahima voulut agir immédiatement. Musa refusa. Ils veulent une réaction désorganisée. Sinon ils contrôlent le récit. Ils choisirent une voie étroite, apparaître, mais pas seul. Répondre, mais pas à tout. Forcer le système à choisir entre spectacle et procédure. Kadidatu se prépara avec dignité. Une robe simple. Les cheveux tressés lentement. S'ils essaient de t'humilier, murmura Babacar, rappelle-toi que tu as élevé 5 hommes qui ont appris la patience dans la faim. Elle sourit. Je m'en souviens. Au rendez-vous, les questions devinrent plus dures. Pourquoi garder ces documents? Parce qu'ils étaient à moi. Pourquoi maintenant? Parce que le silence expire. Qui vous finance? Ma conscience. Puis l'accusation. Avait-elle demandé de l'argent à Sissoko pour garder le silence? Avez-vous une preuve? Demanda-t-elle. Musa posa un dossier, copie, date, corroboration. Les téléphones se levèrent. L'histoire se divisa, fraude ou vérité enterrée depuis des décennies. Sissoko observa. Ils sont prudents. Trop prudents. La pression continua, filature, message codé, visage inconnu. Après minuit, Kadidatu parla à Musa. Je n'ai jamais voulu devenir un champ de bataille. Tu l'as toujours été. Tu as simplement refusé de te rendre. Elle le regarda. Promets-moi une chose. Quand ça deviendra bruyant, ne laisse pas ça devenir cruel. C'est la ligne qu'on tient, répondit Musa. Dans son bureau, Sissoko préparait son prochain mouvement, convaincu de contrôler la faim. Ce qu'il n'avait jamais appris à reconnaître, c'était une détermination qui grandit lentement, hors de sa portée. Les 5 avaient attendu 30 ans. Ils pouvaient attendre encore un peu. Ils décidèrent de disparaître sans s'effacer. C'est Musa qui formula l'idée, calmement, en traçant des lignes sur une carte étalée sur la table. La maison était silencieuse, hormis le bourdonnement bas et régulier de l'alimentation de secours de Sikh. Dehors, Dar respirait à son rythme habituel, inconsciente de la chorégraphie minutieuse qui se déroulait à l'intérieur. Nous restons assez visibles pour qu'ils ne puissent pas la faire disparaître, dit Musa en tapotant le centre-ville. Mais assez invisibles pour qu'ils ne puissent pas nous coincer. Ibrahima hocha la tête. Il comprenait le mouvement. Il savait quand être vu et quand devenir simplement du trafic. On alterne, dit-il. Aucun schéma. Kofi ajouta des chiffres sans lever les yeux. Je garde l'argent banal, salaire, facture, loyer. Rien de spectaculaire. Babacar regarda vers la chambre où Kadidatu dormait. Et elle? Elle vit, répondit simplement Musa. C'est ça l'essentiel. Kadidatu se réveillait avec des matins qui semblaient empruntés. La lumière passait à travers des rideaux choisis pour la douceur plutôt que pour l'apparence. Le thé arrivait avant même qu'elle ne le demande. Ses jambes devenaient plus fortes grâce à des exercices prudents. Elle apprit la maison par le toucher et le son, le grincement près du couloir, la marche à réparer, la brise qui passait par une fenêtre au crépuscule. Elle apprit aussi les limites de la protection. Quand elle marchait dehors, les téléphones se levaient. Quand elle s'asseyait dans un café, les conversations s'interrompaient. La gentillesse existait, mais la curiosité aussi, aiguisée par les rumeurs. Elle gardait la tête haute et des réponses courtes. Je vais bien. Je me repose. Je n'ai pas peur.
C'était la dernière phrase qui surprenait le plus. Musa travaillait comme une ombre avec une mémoire. Il rencontrait d'anciens habitants du quartier de la voie ferrée dans des lieux choisis pour le confort plutôt que pour le secret. Cour d'église, arrière-salle de tailleur, cour d'école après la fermeture. Il écoutait des histoires comprimées par le temps en nœuds serrés de douleur. Il n'enregistrait que si on le demandait. Il ne promettait jamais de résultat. Ils ont pris notre maison, dit une femme d'une voix stable, mais ils n'ont pas pris nos noms. Musa écrivit le nom avec soin. Amadou Keita le rejoignit quand ses forces le permettaient. Ensemble, ils comparaient leurs notes, reliant témoignages et documents ayant survécu aux inondations, aux incendies et à l'indifférence. Ils découvrirent un schéma. Société écran changeant de nom, signature récurrente, responsable qui montait et descendait sans jamais disparaître complètement. L'affaire n'est pas un événement, dit Amadou. C'est un système. Les systèmes tombent quand on les nomme, répondit Musa. Pendant ce temps, la pression changeait de forme. Une lettre officielle arriva pour Kadidiatou, froide, demandant une nouvelle clarification. Babacar la lut, la mâchoire serrée. Ils veulent t'épuiser. Kadidiatou sourit légèrement. Ils arrivent trop tard. Elle assistait à certaines réunions et en refusait d'autres, toujours avec conseils et témoins. Elle racontait la même histoire à chaque fois. La constance devint son bouclier. Ibrahima remarqua que les observateurs changeaient, de nouveaux hommes, les mêmes chaussures. Des voitures qui restaient puis disparaissaient. Il ajusta les itinéraires, les horaires, sa posture. Il dormait peu. Sik renforça le silence, système redondant, alarme discrète, formation du personnel à remarquer l'absence plutôt que le bruit. Quand une caméra s'éteignit 2 secondes une nuit, il trouva la coupure avant qu'elle ne compte. Kofi suivait l'argent derrière la pression. Un don retiré ici, un parrainage annulé là. De petites punitions pour signaler l'influence. Il répondit par la patience, redistribuant les fonds pour que les soignants soient payés et que la nourriture arrive. Pas de titre, pas d'applaudissements. Babacar passait les soirées avec Kadidiatou, lisant quand ses yeux fatiguaient. Il choisissait des histoires de gens qui avaient enduré sans être célébrés. Quand elle dormait, il triait les lettres, voisins, anciens amis, inconnus voulant aider. Le passé refusait de rester enterré. Un soir, Musa rentra tard, transformé par quelque chose d'inattendu. Ils m'ont trouvé, dit-il doucement. Qui? Demanda Ibrahima. Quelqu'un de l'expulsion. Un employé administratif. Il était jeune. Il est vieux maintenant. Il veut parler. La rencontre eut lieu en plein jour, près d'enfants qui jouaient. Les mains du vieil homme tremblaient. Nous avons falsifié des dates, avoua-t-il. Nous avons détruit des dossiers. J'ai gardé une copie par peur. Je ne savais pas à qui la donner. Il posa un dossier sur la table. Musa ne le toucha pas immédiatement. Pourquoi maintenant? Parce que mon petit-fils dort par terre. Parce que je vois votre mère aux informations. Parce que le silence ne laisse pas dormir. Le dossier combla un vide qu'il ne savait pas combler. Plus tard, Kadidiatou le tint entre ses mains, calme. Je me souviens de son visage. Il ne nous regardait pas. Elle posa le dossier à côté de l'enveloppe portée pendant 30 ans. 2 poids enfin équilibrés. L'avertissement arriva le lendemain, message anonyme, menaçant sans être explicite. Sik traça son origine vers un relais lié à d'anciens partenaires des sociétés de Sissoko. Ils sont frustrés, observa Kofi. Les erreurs augmentent quand la patience disparaît. Ou la violence, répondit Ibrahima. Ils s'ajustèrent encore. Kadidiatou insista pour assister à une petite rencontre communautaire. Si je me cache maintenant, il gagne. La réunion était simple, chaises en plastique, voix calme, quelques caméras. Kadidiatou parla brièvement. Racontez vos histoires. Pas pour moi, pour vous. Les applaudissements furent prudents, mais réels. Sur le chemin du retour, un homme s'approcha trop près. Ibrahima se plaça aussitôt devant elle. L'homme murmura une excuse et disparut, laissant un goût métallique de danger. Cette nuit-là, Musa étala toute la chronologie. Elle était complète. Documents, témoignages, flux financiers,
intimidation reliant passé et présent. Nous sommes prêts. Prêts pour quoi? Demanda Babacar, même s'il le savait. Pour le moment qu'il ne contrôle pas. Une confrontation publique avec des règles. Ils vont essayer d'empêcher, dit Ibrahima. Bien sûr, répondit Kofi. C'est comme ça qu'on sait que ça compte. Kadidiatou écouta, les mains jointes. Ne faites pas de moi le centre, dit-elle. Faites de la vérité le centre. Musa acquiesça. Ils choisirent un lieu, assez officiel pour obliger la présence, assez public pour empêcher l'effacement. Les invitations partirent avec preuve à l'appui. Le système réagit comme prévu, retard, objection, demande de report. Ils refusèrent poliment. La veille de l'audience, Kadidiatou dormit mal. Babacar resta avec elle jusqu'à l'aube, tenant sa main comme lorsqu'il était enfant. Je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu es devenu. Dans la ville, Sissoko préparait sa stratégie, convaincu que le bruit pouvait noyer la mémoire. Mais une vérité portée patiemment pendant 30 ans, tenue par plusieurs mains, transforme la patience en élan. Le matin de l'audience arriva sans cérémonie. Ciel pâle, bruits ordinaires d'une ville qui s'éveille à des routines où la justice n'est pas toujours prévue. Kadidiatou s'habilla lentement, geste précis. Babacar noua son foulard comme elle l'aimait, simple, sûr. Elle se regarda dans le miroir sans chercher la force, elle chercha la stabilité. Dehors, Ibrahima vérifia le périmètre. Kofi contrôla message et compte une dernière fois. Sik testa des systèmes silencieux. Musa resta à part, relisant la même page sans la voir. Ils avaient fixé les règles, pas de discours hors de la salle, pas de confrontation sans témoin, pas d'improvisation sauf nécessité et surtout, pas de recul. Le bâtiment choisi n'était ni grand ni caché, une annexe administrative près du centre-ville, murs marqués d'anciennes affiches et de peintures récentes. Il avait été choisi précisément parce qu'il n'appartenait à personne d'assez important pour le fermer discrètement. À leur arrivée, des gens étaient déjà là, journalistes avec de petites caméras, habitants avec des dossiers pliés, anciens résidents du quartier de la voie ferrée, plus âgés désormais, mais se tenant plus droit que leurs souvenirs ne le permettaient point. Les téléphones se levèrent, les murmures se tressèrent dans l'air. Kadidiatou entra, soutenue par Babacar et Musa, avançant sans se presser. Elle ne souriait pas. Elle ne fronçait pas les sourcils. Elle se tenait comme elle l'avait toujours fait, comme quelqu'un qui a appris que la dignité ne dépend pas des lieux. À l'intérieur, les responsables feuilletaient des dossiers. Un greffier appela les noms, les sièges se remplirent. Puis Alhaji Boubacar Sissoko arriva. Il entra comme toujours, assez tard pour être remarqué, assez tôt pour contrôler le ton. Son costume était impeccable. Son sourire, maîtrisé. Il salua ceux qui comptaient et ignora les autres. Quand son regard trouva Kadidiatou, il resta une demi-seconde de trop. La reconnaissance passa. Puis le calcul. Les déclarations d'ouverture furent procédurales, date, compétences, objet. L'avocat de Sissoko parla avec aisance d'un malentendu et d'affaires anciennes déjà réglées. Il évoqua la compassion pour une femme âgée confuse, influencée par d'autres. Kadidiatou écouta sans interrompre. Puis ce fut le tour de Musa. Il ne haussa pas la voix. Il n'accusa pas. Il présenta. Il déroula la chronologie, document d'abord, témoignage ensuite, schéma enfin. Il nomma les sociétés écrans, montra comment les noms changeaient sans que les propriétaires changent. Il afficha des signatures apparaissant à des décennies d'intervalle sur différents transferts de terres. Ce n'est pas une erreur, dit Musa calmement. C'est une méthode. La salle bougea. L'avocat de Sissoko objecta. Procédure, pertinence, délai. La présidence rejeta une fois, puis deux. Alors Sissoko parla lui-même. Madame Koulibaly, je compatis à vos difficultés, mais ces accusations. Ce ne sont pas des accusations, interrompit Kadidiatou calmement. Ce sont des souvenirs avec des preuves. Un murmure monta. Sissoko sourit légèrement. Vous avez accepté de l'argent. Kadidiatou hocha la tête. Oui. La salle se figea. Vous voyez, dit Sissoko en se tournant légèrement. Elle l'admet. Kadidiatou ne détourna pas le regard.
J'ai accepté de l'argent pour me taire. Et le silence a fait exactement ce pour quoi il a été payé. Sa voix ne trembla pas. Il a effacé des familles. Il a appris aux enfants que les maisons peuvent être prises sans conséquence. Il m'a appris que survivre sans vérité est une longue punition. La présidence se pencha. L'avocat ricana. Témoignage émotionnel. Kadidiatu soutint son regard. Alors expliquez pourquoi le nom de votre client apparaît sur chaque transfert. Musa posa le dossier du greffier sur la table. Ce document a été caché pendant 30 ans. Pas par ma cliente. Par un employé qui avait peur. Aujourd'hui, il parle. Le greffier se leva, tremblant mais droit. Il confirma signature, date, pression. Le sourire de Sissoko disparut. Puis vint la manœuvre attendue, une porte latérale s'ouvrit. Suspension temporaire pour raison de sécurité. Menace vague, tactique familière. La salle explosa. Non. Laissez-la parler. 30 ans. Les téléphones montèrent. Les directs commencèrent. Kadidiatu se leva lentement. Si vous suspendez, dit-elle, vous prouvez pourquoi cela compte. Hésitation. L'agent recula. L'audience continua. Puis cela arriva. 5 hommes se levèrent, pas ensemble, pas théâtralement. Un par un, depuis des rangées différentes, comme des témoins répondant à un appel répété toute une vie. Ibrahima se leva d'abord. J'étais un enfant sous un pont quand Kadidiatu m'a accueilli. J'ai appris les racines, pas le crime. Kofi se leva. J'ai appris les chiffres avec la faim. J'ai appris l'équité avec elle. Sik se leva. J'ai appris à réparer ce que les gens jettent. Y compris nous. Babacar se leva. J'ai appris que les noms comptent. Le mien a compté parce qu'elle l'a prononcé. Enfin Musa se leva non comme conseiller, mais comme fils. Ma famille a perdu sa maison lors de l'expulsion dont vous parlez. Elle ne me connaissait pas. Elle m'a quand même nourri. La salle était silencieuse. Caméra fixée. Journaliste penché. L'avocat murmura à Sissoko. Lui ne calculait plus, il évaluait les dégâts. Puis les 5 firent l'inattendu. Kofi posa un document. Nous ne sommes pas ici pour demander la clémence. Nous sommes ici pour proposer une résolution. Babacar suivit. Nous avons acheté le centre d'accueil d'où Kadidiatu a été expulsé. Un souffle parcourut la salle. Ibrahima continua. Nous avons sécurisé un financement pour restituer les terres aux familles survivantes via compensation légale, pas des faveurs. Sik ajouta doucement. Chaque transaction est transparente. Musa conclut. Nous ne cherchons pas le pouvoir. Nous le rendons. La présidence fixa. Qui êtes-vous? 5 voix répondirent, non à l'unisson, mais en harmonie. Les enfants que personne ne voulait. Dehors, la foule gonfla. Sissoko se leva brusquement. C'est une mise en scène. Kadidiatu le regarda vraiment. Non. C'est un retour. L'audience fut levée, non suspendue, mais accélérée. Enquêtes annoncées, comptes gelés, non demandés. Sissoko partit sans serrer de main. Dehors, les caméras encerclèrent. Les 5 protégèrent Kadidiatu sans la cacher. Elle resta petite, droite, sous les questions. Pourquoi maintenant? Parce que la vérité est patiente. Et nous aussi. Cette nuit-là, la ville diffusa les images encore et encore. Sissoko resta seul dans son bureau, regardant une ville qu'il ne contrôlait plus comme avant. Il avait sous-estimé 2 choses, le temps et l'amour qui refusent de rester petits. L'audience ne s'arrêta pas avec la salle vide, elle déborda. Le soir, la ville était plus bruyante qu'elle ne l'avait été depuis des années, pas par célébration, mais par reconnaissance. Radio, téléphone, vidéo partagée. Des noms enterrés revinrent dans les conversations. Le quartier de la voie ferrée revint dans la bouche de la ville, comme un mot enfin retrouvé. Sissoko ne dormit pas. Il marchait dans son bureau pendant que les assistants murmuraient. Compte signalé, partenaire appelant, invitation annulée, petites choses survivables seules, déstabilisantes ensemble. Contenez-le, dit-il finalement. À l'aube, la contre-attaque arriva. Communiqué poli, immédiat, semant le doute. Crédibilité des témoins, financement étranger,
manipulation émotionnelle d'une femme âgée. Pas un démenti, un brouillard. Kofi lut et posa le document. Il gagne du temps. Pourquoi? Demanda Babacar. Pour du levier. Ou une disparition, répondit Musa. Ibrahima renforça la sécurité. On ne la déplace pas. Kadidiatu buvait son thé. Elle avait mieux dormi que prévu. Ils ne peuvent plus me faire disparaître. Ils ont besoin que je sois visible. Musa hocha la tête. Visible avec des règles. Les règles tinrent jusqu'à ce qu'elles ne tiennent plus. En milieu de matinée, une injonction d'urgence suspendit l'enquête pour examen procédural, manœuvre familière déguisée en neutralité. L'objectif, refroidir l'élan, transformer l'indignation en fatigue. Mais dehors, les gens vinrent quand même. Anciens habitants du quartier de la voie ferrée, petits groupes puis plus grands. Photos fanées, parfois seulement des noms. Les journalistes suivirent. Kadidiatu insista pour venir. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos d'eux. Les 5 débattirent, puis acceptèrent. Présence, pas performance. Ils arrivèrent dans une foule qui s'ouvrit non par peur, mais par respect. Kadidiatu se tint parmi des visages ressemblant à son passé, plus âgés, marqués, jamais célébrés. Les histoires montèrent autour d'elle, une porte arrachée, des nuits sur le ciment, des documents partagés en ligne, des noms entourés, des signatures comparées. Ce n'est pas nouveau, dit quelqu'un. C'est juste enfin entendu. À l'intérieur, les responsables virent la pause leur échapper. À midi, la présidence convoqua une session d'urgence publique. Sissoko arriva encore assurance plus mince. Son avocat plaida procédure et risque. Musa répondit avec retenue, volume de preuves, danger du retard pour les témoins. La présidence posa une question qui changea la salle. Madame Koulibaly, si la pause tient, que se passe-t-il ensuite? Kadidiatu se leva lentement. Alors les gens apprennent. Ils apprennent que les règles protègent ceux qui peuvent attendre, et que la justice est quelque chose qu'on demande aux pauvres de reporter. Le silence suivit, dedans comme dehors. Et la foule commença à chanter. Pas de slogan, pas de revendications, mais des noms. Noms de famille, noms de rues effacées. Les noms revenaient dans l'air. La présidence avala sa salive. La pause était levée. L'avocat de Sissoko objecta. Rejeté. La session reprit avec urgence. Puis vint le second geste impensable. Kofi posa devant la présidence un paquet scellé. Ce n'est pas une preuve, dit-il. C'est de la responsabilité. À l'intérieur se trouvaient des accords légalement contraignants, irrévocables, exécutés via des trusts transparents. Ils engageaient des fonds pour restaurer et indemniser les familles déplacées par l'expulsion de la voie ferrée, indépendamment du résultat de l'audience. Pas de droit de nommer, pas de clause de contrôle, audit public. Ce n'est pas un marché, ajouta Musa. C'est un socle. La présidence fixa le paquet. Pourquoi faire cela avant un verdict? Babacar répondit calmement. Parce qu'attendre aurait semblé du levier. Sissoko se leva brusquement. Vous pensez que l'argent achète l'absolution? Kadidiatu se tourna vers lui. Non, dit-elle, mais il peut acheter la réparation. La salle ressentit alors le changement, non vers le pardon, mais vers la conséquence. Un greffier entra avec une note. La présidence la lut puis leva les yeux. Les autorités bancaires ont gelé les comptes liés aux sociétés écran nommées, annonça-t-il. En attente de vérification. Un murmure monta. Le téléphone de Sissoko vibra. Il l'ignora. Son avocat murmura avec urgence. Il secoua la tête, trop tard pour rester calme maintenant. Je demande une suspension, dit l'avocat. Refusé, répondit la présidence. Le témoignage reprit. Court, net, indéniable. Un ancien contractant en sécurité décrivit les ordres reçus. Un géomètre confirma des limites modifiées. Le greffier répéta les dates. Chaque élément s'emboîta avec le son de l'inévitabilité. Dehors, le chant s'apaisa en silence attentif. À mesure que la nouvelle se répandait, les gens écoutaient. En fin d'après-midi, la présidence parla de nouveau. Sur la base des preuves présentées,
Ce panel renvoie l'affaire à une enquête criminelle complète et à une restitution civile, déclara-t-il. Effectif immédiatement. Le visage de Sissoko perdit toute couleur. Ce n'est pas un verdict, poursuivit la présidence. C'est un commencement. Sissoko se leva. Vous le regretterez. Kadidiatou soutint son regard sans colère. Je l'ai déjà fait, dit-elle. Pendant 30 ans. Il partit sans cérémonie, les portes se fermant derrière lui avec un bruit trop définitif pour être ignoré. Les caméras se précipitèrent. Les questions fusèrent. Les 5 se rapprochèrent, non pour cacher Kadidiatou, mais pour la soutenir. Elle leva la main demandant un instant. Je ne répondrai pas à tout, dit-elle. Mais écoutez ceci. Elle se tourna vers la foule, puis vers la salle. La bonté n'efface pas le mal, dit-elle. Mais elle peut maintenir la vérité assez longtemps pour qu'elle soit utile. J'ai eu peur, un jour. Beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, la peur n'a pas gagné. Les applaudissements éclatèrent, prudents mais soutenus. À la tombée de la nuit, la foule se dispersa lentement, réticente à laisser s'échapper le moment. Les familles restèrent, échangeant des numéros, planifiant les étapes suivantes. Les journalistes déposèrent des articles avec un soin qu'ils ne consacraient pas habituellement à de tels sujets. Chez elle, Kadidiatou se reposa tandis que les hommes faisaient un compte-rendu discret. Sik vérifiait les systèmes. Kofi confirmait les transferts. Musa rédigeait des documents. Ibrahima montait la garde. Babacar préparait le dîner. Kadidiatou les appela. Vous avez fait plus que me protéger, dit-elle. Vous avez rendu quelque chose que je pensais avoir perdu. Quoi? Demanda Babacar. Mon courage, répondit-elle. Cette nuit-là, Dar dormit fenêtres ouvertes, l'air chargé d'une nouvelle possibilité. Ce n'était pas exactement de l'espoir, expliqua-t-elle. L'espoir avait été promis trop facilement auparavant. C'était de la reconnaissance. Et la reconnaissance, une fois partagée, a une manière de demander le reste. Les jours suivants ne se précipitèrent pas vers le bonheur. Ils avancèrent prudemment, comme si la ville elle-même avait appris la retenue. Les enquêtes s'étendirent lentement, avec une lenteur qui semblait délibérée plutôt qu'entravante. Les dossiers furent demandés, puis redemandés. Des noms apparurent là où ils n'avaient jamais été publics. Certains responsables démissionnèrent discrètement. D'autres parlèrent trop. Le processus n'offrait pas la satisfaction d'une conclusion nette, mais il offrait autre chose, une continuité durable. Kadidiatou retrouva des matins ordinaires. La douce douleur dans ses genoux lui rappelait qu'elle était encore là. Babacar maintint la routine douce, jamais oppressante, toujours proche. Il lui lisait quand ses yeux se fatiguaient, et elle le corrigeait lorsqu'il mal prononçait des noms qu'elle portait depuis des décennies. La maison devint un lieu de calme mesuré, ni forteresse, ni spectacle. Le centre d'accueil fut le premier changement visible. En une semaine, sa direction fut remplacée par un conseil indépendant. Le personnel qui traitait les résidents comme des fardeaux fut renvoyé. Les salaires furent standardisés. Les livraisons alimentaires augmentèrent. Les rampes remplacèrent les marches. L'enseigne fut retirée et remplacée par une temporaire en attendant la finalisation des papiers. Les résidents observaient les changements avec suspicion, échaudés par des années de déception. Kadidiatou visita discrètement, sans caméra. Elle s'assit avec des femmes qui ne se souvenaient de rien et des hommes qui se souvenaient trop. Elle plia à nouveau le linge, non par obligation, mais parce que c'était juste. Lorsque les derniers papiers arrivèrent, le nouveau nom apparut sur l'enseigne, sans cérémonie, centre d'accueil Kadidiatou. Elle effleura les lettres et ne dit rien. La fondation suivit, lente, prudente, publique. Babacar insista sur la transparence. Pas de miracle, juste des systèmes qui ne disparaissent pas. Les fonds furent alloués aux réparations de logements, frais scolaires, aides juridiques et soins médicaux. Chaque subvention nécessitait nom et suivi. Chaque rapport était publié. Pas de fanfare, pas de portrait, seulement du travail. Les familles du quartier de la voie ferrée commencèrent à recevoir des avis, pas des promesses, mais des confirmations. La compensation n'était pas égale. Le temps avait trop pris,
mais la reconnaissance arrivait avec des signatures indélébiles. Musa assista à la première audience civile sans Kadidiatu. « Tu n'as pas besoin de voir ça, lui dit-il doucement. « J'ai vu assez, répondit-elle. Il présenta avec le calme de celui qui a attendu assez longtemps pour parler avec précision. Le greffier témoigna à nouveau, plus assuré. Le géomètre confirma les limites. Le schéma se confirma. Sissoko n'apparut pas ce jour-là. Quelques semaines plus tard, il vint avec moins d'assurance. La salle ne se pencha plus vers lui. Il parla de malentendus et de générosité, nia l'intention, évita les noms. La présidence écouta. Le processus continua. Toute la justice ne vint pas d'un coup. Certains comptes furent débloqués lentement. Certains partenariats se dissolurent sans explication. Certaines conséquences prendraient des années. Mais la direction était claire, et la direction comptait. Les 5 ne célébrèrent pas. Ils se retrouvèrent un soir dans la cuisine, debout car s'asseoir semblait trop définitif. Le travail à venir était désormais plus calme, plus lourd différemment. On continue, dit Kofi. Lentement. Ibrahima hocha la tête. Prévisible. Sik ajouta. Durable. Musa regarda par la fenêtre. Et bienveillant. Ils étaient d'accord. Kadidiatu les rejoignit, s'appuyant légèrement sur le bras de Babacar. Vous avez fait ce que je ne pouvais pas, dit-elle. Vous avez terminé quelque chose que je portais seulement. Ibrahima secoua la tête. Vous avez commencé. Non, répondit-elle doucement. Je l'ai survécu. Ils partagèrent un repas sans discours, riz, légumes, rire arrivant prudemment, puis restant. La ville remarqua la différence, discrètement. Les journalistes posèrent de meilleures questions. Un administrateur scolaire demanda des conseils pour inscrire des enfants sans papier. Une clinique demanda comment demander un soutien sans publicité. Les gens qui avaient appris à chuchoter commencèrent à parler normalement. Kadidiatu reçut des lettres. Certaines la remerciaient, d'autres s'excusaient. Beaucoup racontaient simplement des histoires qu'ils n'avaient jamais cru entendre. Elle les lut et les remit dans l'enveloppe qu'elle portait depuis 30 ans, désormais archive vivante. Un après-midi, elle demanda à visiter l'ancienne voie ferrée. Ils y allèrent calmement. Les rails étaient toujours là, rouillés mais obstinés. De nouveaux bâtiments se dressaient là où se trouvait Holmes. Kadidiatu ferma les yeux et écouta. « Je peux les entendre, dit-elle. Ils parlent encore. » Babacar serra sa main. Leur existence fut reconnue tandis que les semaines se transformaient en mois. La santé de Kadidiatu se stabilisa. Elle bougeait plus facilement. Elle riait plus souvent. Certaines nuits, elle dormait sans rêver. Les 5 organisèrent leur vie autour du travail plutôt qu'à l'écart. Ibrahima réduisit ses parcours et forma les autres. Kofi enseigna aux jeunes vendeurs à lire les contrats. Sécu construisit des systèmes pour les cliniques qui échouaient avec élégance plutôt que de manière catastrophique. Musa encadra des étudiants qui posaient des questions difficiles. Babacar voyageait entre les centres, insistant sur les noms et à l'écoute. Il ne se qualifiait pas de héros. Il se disait responsable. À l'anniversaire de l'audience, un petit rassemblement eut lieu au centre d'accueil. Non annoncé, non filmé. Les résidents s'assirent à l'ombre. Les soignants se tinrent à proximité. Quelques familles du quartier de la voie ferrée étaient présentes, accompagnées d'enfants qui ne se souvenaient pas d'avoir dormi sur le béton. Kadidiatu parla brièvement. « J'ai eu peur un jour, dit-elle. La peur m'a maintenue en vie, mais elle m'a aussi rendue silencieuse. La bonté m'a gardée humaine, et la patience, la vôtre, a rendu la vérité possible. » Elle fit une pause, puis ajouta. « Ne laissez pas passer 30 ans. » Les applaudissements suivirent, doux et sincères. Ce soir-là, alors que le soleil descendait, Kadidiatu s'assit sur le porche avec Babacar. La boîte métallique reposait à ses pieds, désormais plus légère, son contenu partagé. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-il. Elle considéra la question avec soin. « Je regrette le silence, dit-elle. Et je regrette d'avoir cru que j'étais seul. » Il hocha la tête. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Maintenant, je suis chez moi. »
La ville continua sa vie comme les villes le font, mais elle avançait différemment, avec une mémoire qui refusait d'être rangée. La justice n'était pas arrivée comme un tonnerre. Elle était arrivée sous la forme du soin. Et le soin, lorsqu'il est pratiqué de manière constante, s'est révélé être la force la plus impensable de toutes. L'histoire de Khadidiatou Kouliby ne parle pas de miracle. Elle parle du temps. Elle montre comment la bonté, lorsqu'elle est pratiquée discrètement et de façon constante, peut survivre à la peur, à la pauvreté et même à l'injustice qui semble trop puissante pour être confrontée. Khadidiatou n'a pas changé le monde avec des discours ou de la richesse. Elle l'a changé par sa présence, par le partage de nourriture quand elle avait peu, par l'abri offert au prix de sa sécurité, par le silence supporté non parce qu'elle pensait que c'était juste, mais parce qu'elle croyait que survivre était nécessaire. Pourtant, la leçon la plus profonde de sa vie est que survivre seul n'est pas la même chose que guérir. Pendant des années, Khadidiatou porta une vérité. Elle avait trop peur pour parler. Ce silence n'a pas mis fin au mal. Il retardait la justice et permettait aux mêmes blessures de se répéter sous de nouvelles formes, sur de nouveaux corps, dans de nouvelles générations. Mais le silence ne fut pas son héritage final. Le courage le fut. Les 5 garçons qu'elle accueillit ne lui rendirent pas l'appareil avec de l'argent ou du statut. Ils lui rendirent avec la mémoire, avec la patience, avec la décision de grandir lentement, honnêtement et responsablement jusqu'à être assez fort pour ne pas dominer le monde, mais pour le corriger. Cette histoire nous rappelle que la justice n'arrive que rarement sous la forme d'un moment dramatique. Le plus souvent, elle arrive comme un soin répété dans le temps, comme des systèmes construits discrètement, comme la vérité prononcée sans cruauté, comme la responsabilité qui n'a pas besoin de vengeance pour être complète. Khadidiatou nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour choisir autrement. Que même lorsque la peur a façonné nos décisions passées, le courage peut encore façonner notre fin, et que l'amour que nous offrons aux personnes que le monde a rejetées ne disparaît pas. Il se multiplie souvent de façon que nous ne vivrons jamais assez longtemps pour prévoir. Si cette histoire vous a touché, nous aimerions vous entendre. Quelle partie vous a le plus marqué? À quoi vous a-t-elle rappelé dans votre propre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre voix compte ici. Et si vous croyez aux histoires qui honorent la bonté, la justice, la guérison et les secondes chances, pensez à vous abonner à la chaîne. Aimez et partagez cette histoire afin qu'elle atteigne quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. C'est ainsi que les histoires continuent d'agir bien après qu'elles ont été racontées.